On fait 45% du chiffre juste de mi-octobre à fin décembre. Presque 50% de notre chiffre est sur 2 mois et demi. On a passé un Noël en décembre à être rupture sur rupture sur rupture et entre deux j'avais déjà recommandé. Donc je pense que j'ai passé ma première commande, 3 semaines, un mois après je repassais une commande. Rendre le puzzle sexy, c'était l'ADA et donc prendre tous les codes initiaux du puzzle, vraiment l'amener complètement ailleurs, aller là où on nous attend pas avec du puzzle. Tu travailles avec beaucoup de boutiques. On a à peu près 400 points de revente. C'est énorme. Tu m'achètes juste un puzzle sur le site, moi ça me coûte 8 € d'envoi. Alors j'en facture 4,50 € au client. Oh, mais en comptant la manute, le client en paye la moitié. Son panier il est à 35 €, donc 30 € le prix du puzzle plus 4,50 €. Donc là ça te fait un chiffre d'affaires de € à peu près sur 2024. L'année d'avant, ça ton chiffre. On a fait 17% de croissance. On est d'accord que t'as un peu un monde devant toi de collaboration, de trucs et rigolos et beaux. C'est quoi ta dream collab? Je crois que ce serait une collab avec la NASA. Manon, bienvenue sur Combien ça gagne. Merci, salut Clémence. Ça va? Ouais, super. Je suis super contente que tu sois là et de faire cet épisode avec toi. Donc Manon, tu as une marque qui s'appelle Peace and Love. Peace qui n'est pas paix mais morceau, en traduction si je ne me trompe pas. Pièce. Peace and Love. Qu'est-ce que c'est cette marque? Eh bien écoute, c'est une marque de puzzle 1000 pièces, hein, donc principalement pour les adultes, c'était vraiment ma cible. Et elle a aujourd'hui tout juste 5 ans. D'ailleurs, on fête cette semaine les 50 Peace and Love. Bravo. Et merci. Et l'idée, c'était vraiment de redémocratiser le puzzle et de donner envie à des gens qui en font pas, de se mettre le challenge de faire un puzzle 1000 pièces. Rendre le puzzle sexy, hein, c'était ça. Rendre le puzzle l'ADA. sexy, c'était l'ADA. Et donc, prendre tous les codes initiaux du puzzle, vraiment l'amener complètement ailleurs, de la distribution. Donc, on est vraiment vendu dans des concept stores, boutiques déco, à l'élaboration de l'ADA, à notre moyen de communication, aux collabs qu'on fait aussi, vraiment aller là où on nous attend pas avec du puzzle, quoi. Et c'est là tout le challenge. Et les créations que tu mets sur les puzzles aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, des dessins plus beaux, plus rigolos. Ouais, voilà, toute l'ADA. Donc, on a des dessins plus classiques qui sont plus artistiques. Et on a aussi le côté décalé pour lequel on est bien connu aussi chez Peace and Love, avec toujours cette genre quoi de... On a notamment commencé avec notre puzzle Je m'emmerdais, qui est vraiment le gros classique qui arrivait entre les 2 confinements. Et donc, à ce moment-là, les gens avaient que ça à foutre d'aller faire du puzzle. Et évidemment, ça a fait marrer tout le monde. Et c'est ce qui a fait que notre marque a été très vite connue et relayée sur les réseaux et qu'on a eu vraiment ce buzz. Après, notre slogan qui est si ça rentre pas, faut pas forcer. On a des boîtes qui sont cubiques avec des blagues. Et du coup, on met des blagues un peu partout. Enfin, sur le site, tu peux voir des commentaires, des faux commentaires de Jay-Z. L'idée, c'était d'aller s'éclater sur tout ça et tout ce qu'on verrait pas sur du puzzle, quoi. Ok, j'adore. Donc vous avez vraiment construit une vraie DA, une vraie image de marque, rendre le puzzle sexy rigolo. En fait, ça me fait penser à Chanty Biscuit. Chanty, elle a créé une marque de biscuits, pareil, avec des messages personnalisés, super décalés. Et en fait, vous êtes un peu le Chanty Biscuit du puzzle, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a on a vachement de trucs en commun et on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. J'ai même d'ailleurs fait une année des biscuits et effectivement, les DA et les ambitions sont les mêmes, ouais. Donc tu t'es lancé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était le confinement. Tu t'es lancé en plein milieu du confinement ou c'était juste avant, juste après? C'était quoi le truc? C'était entre les 2 confinements. J'étais rentrée chez mes parents et j'avais fait un week-end avec toute ma famille. Et ma maman faisait un puzzle, mais vraiment le puzzle dégueulasse avec la photo un peu pixelisée des épices. Et j'ai aimé ce moment avec elle autour du puzzle, de prendre ce temps. Et ça réunissait un peu toute la famille. J'ai 3 frères et tout ça. Et j'étais assez frustrée par les visuels et je lui dis mais c'est pas possible, viens, on en achète un cool. Il me dit mais cherche, ça n'existe pas. Donc je rentre le samedi, je dis mais moi je vais créer une marque de puzzle. C'est sûr, je vais créer une marque de puzzle. Donc j'en parle à mes frères. Personne à ce moment-là veut s'associer avec moi. Pourquoi? Le brief est pas ouf, tu vois, je comprends. Ils m'ont vu tâtonner, ils m'ont vu faire des trucs, essayer et tout, donc c'était un peu plutôt Manon et ses lubies que waouh, ma sœur est un génie, tu vois. Bon, ils m'ont toujours soutenu après, hein, psychologiquement. Mon frère, une fois que ça marchait, tu m'étonnes, bah oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est parti de là, en fait, vraiment d'un week-end en famille, quoi. Et je n'avais aucune idée du renouveau du puzzle. Je n'avais jamais fait de business plan de ma vie. Moi, j'ai fait des études de droit, j'ai un père kiné, ça faisait 5 ans que j'étais mannequin et comédienne. Enfin, le business, c'était zéro pour moi. J'ai toujours eu cette volonté parce que j'avais cette espèce d'envie de mener un projet de A à Z, cette vision à 360. Je suis quelqu'un qui m'ennuie vite. Et du coup, je me disais, mais génial, je vais entreprendre comme ça, je vais faire tout quand je veux. Et du coup, c'est né comme ça et c'est parti en fait de ce week-end-là. Et je crois, 1 mois et demi après ce week-end-là, on avait les premiers modèles, quoi. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois et demi? Comment on se lance quand on n'y connaît rien en business? Et j'ouvre Google. Vraiment, j'ai tapé fabrication puzzle. Je ne savais même pas comment fabriquer un puzzle. Enfin, vraiment, c'était un milieu... j'étais pas du tout nerd de puzzle, quoi. Alors, je voyais bien que
je faisais plutôt du 1000 pièces et que c'est ce qui se vendait. Et donc, j'ai passé des coups de fil. Je savais que je voulais fabriquer en France. Et j'ai eu plusieurs, déjà, mecs au téléphone qui me disaient non, mais vous savez, c'est un milieu. J'avais l'impression de mettre les pieds dans la mafia. C'est un milieu super fermé, il n'y a pas de place, c'est pas machin. Je dis, bah, ok, bon, fine, très bien. Et il s'avère que c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé, des fabriques en français, il y en avait très peu. Il y en avait 2. Et c'est quoi, c'est des mini-usines? Oui. En fait, il y a plusieurs choses. Il y avait un plus grand groupe, et une PME qui fabrique du jeu de société et qui faisait un peu de puzzle, mais qui a une machine pas du tout automatisée comme ce qui existe aujourd'hui. C'est toujours avec eux que je bosse d'ailleurs. Depuis 5 ans, ça n'a pas bougé. À l'époque, ils en faisaient peu des puzzles. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une grande partie de leur fabrication, mais à l'époque, ils en faisaient peu. Parce que tu as vraiment une mode du puzzle qui a explosé dans ces dernières années. Ouais. Alors, je connais pas les chiffres du marché, l'augmentation et tout ça, mais c'est énorme. Déjà, tu te balades sur les salons, tu le vois. Même eux, par exemple, avec le fabricant, je parle avec eux, je sais à quel point maintenant c'est devenu quelque chose d'hyper important dans leurs chiffres. Moi, je suis devenue leur meilleure cliente, alors que j'ai commencé en négociant les quantités, parce que les minimums étaient trop élevés. En fait, je voulais sortir 4 modèles. Et je crois qu'en minimum, ils me demandaient 500 exemplaires par modèle. C'est super risqué, parce que... Alors, combien ça coûte, ça? Alors, à l'époque, ça me coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et il me semble que j'avais dû sortir environ 15 000 € pour démarrer. C'est tout ce que j'avais. De toute façon, j'avais rien de plus en poche. Donc, j'ai mis tous mes centimes. Et les 15 000 €, t'as mis l'intégralité ou la quasi-totalité dans cette fabrication? Tout, ouais. Et ça, c'était pour 4 modèles? Et ça, c'était pour 4 modèles. Et donc, je pouvais même pas faire les 500 exemplaires. J'avais pas. C'était pas possible. C'était trop pour moi. Donc, j'ai dû négocier. Ils ont accepté que je fasse 250. Donc, j'ai commencé avec 1000 exemplaires. 1000 et donc là, tu te retrouves avec 1000 boîtes de puzzles. Non, 1000 puzzles. Ils te font la boîte aussi? Oui, ils font tout. C'est ça qui est super. C'est qu'en fait, de A à Z, le process, il est géré par eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une structure aussi super légère, quoi. Et donc, ce que tu appelles un modèle, juste pour comprendre, c'est toujours les mêmes découpes de pièces ou c'est un truc complètement aléatoire? Genre, est-ce que tu imprimes ton image sur un gros carton? C'est ça, ouais. Un carton spécial pour être découpé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est toujours la même coupe qui fait? En fait, tu as un emporte-pièce. Donc, ton emporte-pièce, c'est toujours le même. Et tu le cales sur une presse hydraulique. 600 tonnes, il faut pour découper un puzzle 1000 pièces. Et donc, en fait, il se découpe toujours. Après, c'est pas exactement en fonction du visuel, de comment il est placé et tout ça, dans quel sens il est, mais c'est toujours le même emporte-pièce. Et ça n'existe pas de faire un nouvel emporte-pièce, ou alors ça existe, mais c'est horriblement cher? Si tu peux, mais ouais, c'est cher, c'est long, et en fait, l'intérêt n'est pas immense, non. Non. Okay. À part si vraiment tu veux aller t'amuser sur des formes de pièces super différentes, mais là, il faut que tu fasses du sur-mesure. Donc, tu sors 15 000 €, c'est tout ce que t'avais. Et là, tu te retrouves avec 1000 puzzles. Et puis, tu sais, j'étais dans une naïveté parce que j'avais dit à mon père, oui, je peux faire livrer les puzzles à la maison dans le Nord, tu vois, il me dit, mais Manon, c'est pas possible. Je dis, mais ça va, c'est 1000 puzzles. Et je me souviens, j'étais hyper vexée. J'avais pris, ok, tu me soutiens pas et tout, tu vois. Et en fait, le jour où j'ai vu ces palettes... C'est une pièce. Ah non, mais oui, des palettes. Combien de palettes? J'arrive pas à me figurer ce que ça fait. 4 palettes. Puzzles. 4 palettes, mais c'est haut, en fait. C'est des palettes... Non, mais j'ai même jamais vu une palette de ma vie. Donc... On m'a déposé ça. Donc, un ami de mon frère me prête un ancien studio de musique et tout. De toute façon, ce projet, il y a quand même des choses qui s'alignent de A à Z. Tu vois. Des gens qui t'aident et tout, bien sûr. Mais on vient, on me livre et on me les dépose. Moi, naïvement, je pensais qu'ils allaient être rangés et tout. On me dépose sur le trottoir 4 palettes et on me dit débrouille-toi. Les gens pouvaient plus passer. J'étais toute seule devant mon truc. Et là, je me suis dit, j'en avais pas vendu un, évidemment. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai plus une thune. Mais oui, c'est ça. En plus, t'as plus une thune. Tu peux plus. T'es foutu, quoi. Non, mais après, j'étais pas. Tu vois, cette thune, j'en faisais rien. J'étais mannequin. Tu pouvais continuer de bosser si t'avais un problème. Oui, voilà. Et puis, j'ai la chance. Alors, j'ai fait un prêt pour mes études et tout ça. J'ai pas une famille qui roule sur l'or, mais on a toujours été bien lotis. Et j'aurais toujours un toit. Donc, c'est pas confortable, mais c'est viable, quoi. Pendant cette fabrication de puzzles, avant de recevoir tes 1000 pièces, pardon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Parce que j'imagine que tu avais quand même un peu prévu le coup pour le vendre. Tu fais quoi? Tu commences par un Insta? Tu fais un site tout de suite? Ouais, très vite, on a travaillé sur l'ADA. Ensuite, on a mis en place l'Instagram et le site tout de suite aussi, B2C, qui a tourné dès qu'on a reçu les puzzles, en fait. Donc toi, tu savais déjà que ça allait s'appeler Peace and Love, tu avais déjà déposé la boîte, tous ces trucs-là. Tout ça, c'est venu très, très vite. Donc tu reçois, tu fais des photos, j'imagine? Oui, on a fait un petit shooting, ouais. Et tu mets sur le site? Et on met sur le site, on met sur Insta. Sur Insta, on avait déjà un peu teasé et tout ça. Et je me souviens de l'excitation le premier jour quand tu lances tes premières commandes. Et alors, j'avais eu des commandes un peu de proches, mais très vite, le lendemain, je crois, j'ai eu des commandes de gens que je ne connaissais pas. Ça doit être fou, ça. Et ça, c'est assez fou, ouais. Et tu te demandes, je tapais les noms de mes clients pour savoir de qui ils venaient, de qui... Et en fait, je voyais qu'il y avait pas de lien. Ça, c'était assez fou, de voir ça. Dingue.
Et en fait, j'aimerais tellement revoir le film de ce moment, tu vois, d'avoir mais je l'ai plus, mais dans mes souvenirs, très vite on a été, en fait, il y a eu un truc assez viral. Moi, j'ai fait appel à 2-3 contacts que j'avais, de par mon passé un peu, par exemple Koh-Lanta, ou des journalistes que j'avais rencontrés. On en parlera après, je précise, pour ceux qui sont toujours là, que Manon a fait Koh-Lanta il y a une dizaine d'années, c'est ça? Exactement, il y a 10 ans maintenant, on peut le dire. Ça fait mal, mais on peut le dire. Et j'avais notamment une qui m'a beaucoup aidée au début, qui s'appelle Marion Seclin. Et vraiment, je lui dois beaucoup pour le lancement de la marque, parce que c'est une... Elle a bossé avec le studio Bagel, elle fait plein de vidéos, plein de contenus. Elle bossait chez Mademoiselle à l'époque, il y a longtemps. Et je lui avais envoyé un produit, elle a dit avec plaisir, j'en parle et tout ça. Et l'impact avait été quand même assez énorme. Et j'ai l'impression que le début du buzz de notre puzzle, notamment Je m'emmerdais, il vient quand même de son Insta et de sa publication et tout ça. Et c'est là que j'ai découvert la puissance des réseaux, quoi, pour une marque. Donc là, tu as dépensé 15 000 €, tu dois vendre tes 1000 puzzles, tu les écoules en combien de temps? En fait, alors tu les vends combien déjà? On va partir de la base. Chaque puzzle coûte 29,90, c'est ça? Aujourd'hui, 29,90. J'avais commencé à 29, ouais. 30 € le puzzle. Ouais. T'en as 1000. Ouais. 30 000 €. Donc tu pariais sur une marge à 50%, mais non, parce qu'évidemment, tout ce que ça t'a coûté, le site, etc., ouais. Tu les as écoulés en combien de temps, les 1000 premiers? Et ben, au final, assez rapidement, puisque les premiers modèles sont arrivés en septembre. On a passé un Noël en décembre à être rupture sur rupture sur rupture, et entre deux, j'avais déjà recommandé. Donc je pense que j'ai passé ma première commande, j'ai reçu début septembre. 3 semaines, un mois après, je repassais une commande. Incroyable. Mais le problème, c'est que j'avais un turnover un peu compliqué, puisque je payais ma fabrication... Comptant ? Ouais, comptant. Et du coup, pour refabriquer, parce que je commençais à travailler avec des boutiques, et donc les boutiques, elles ont des délais de paiement, et puis il y a donc au début, et du coup, j'ai senti que je devais refabriquer très vite, même avant d'avoir écoulé 100% de mon stock, parce que j'ai écoulé, par exemple, en fait, je devais reproduire, parce que le modèle Je m'emmerdais, il cartonnait tellement que lui, il était écoulé en 10 jours, je crois. Et du coup, je devais refabriquer, alors que j'avais encore du stock d'autres choses, mais si j'avais pas mon best-seller, enfin voilà. Et là, mon frère m'a prêté de l'argent pour refaire une fabrication. Parce que t'avais pas assez, donc en fait, t'écoules en 3 semaines toutes tes pièces, mais en fait pas tout mon stock, parce que j'ai 2 modèles qui marchaient pas à ce moment-là. J'en avais 2 qui marchaient, 2 qui marchaient pas trop. Et du coup, les 2 qui marchaient pas m'ont bloqué de la trésor et du stock. Et au début, c'est tout l'enjeu. Et ceux qui cartonnaient, ça partait vite, mais il fallait quand même que je produise avant que tout le stock s'écoule. Plus je commençais à avoir des clients B2B qui avaient des délais de paiement. Et donc, il y a vraiment eu cet enjeu de turnover. Un petit sujet de trésor. Et ton frère, il t'a reprêté combien? Mon frère m'a prêté 20 000 €. Ok. Donc... Que j'ai réussi à lui rendre en 3 mois. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et donc, tu dis... Ouais, donc en fait, pour lancer ce business, si tu veux être relativement confortable, même si confortable n'existe pas trop quand tu lances un business, on va dire qu'il faudrait 40 000 €, quoi. Ouais, pour 40 000, t'es bien pour produire et pour commencer à te faire une bonne com. 40 000... Les boutiques, tu disais que tu commençais à t'associer avec des boutiques pour vendre. T'as fait ça, dès le début, ça faisait partie de l'enjeu? Ouais, dès le début, on m'avait dit d'aller sur le sujet B2B. En fait, il faut prendre la place là où tu veux être et pas attendre le bon moment et tout ça. Et c'est vrai que quand il va, il y a l'énergie. Et... Donc, j'étais avec mes puzzles sous le bras. Et je me souviens, la première boutique avec laquelle j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui est vraiment dans notre top 3 de revendeurs, qui est une boutique à Lille. Je suis lilloise, qui s'appelle Memento Mori. Et j'ai été chez eux avec mes 3 puzzles sous le bras, comme ça. J'avais pas rendez-vous, je savais pas comment ça se passait. Mais je veux dire, au début, on me demandait, vous pouvez me faire une facture pro forma? J'étais là, je suis désolée, c'est quoi une facture pro forma, quoi? Mais j'avais pas de problème à le dire, en revanche. Voilà, et ça, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu assumes tout. Et ça, je trouve ça trop bien. Voilà, pour moi, ce qui fait l'intelligence, c'est justement ta capacité à apprendre, à rebondir, à être flex, à être... voilà. Et je pense qu'il y avait un truc un peu aussi c'est cool aussi d'avoir cette énergie-là un peu différente. Il savait très bien qu'il se faisait pas avoir avec moi. Tu vois, j'avais pas les codes, quoi. Mais donc j'arrive, je rentre en boutique et je dis oui, j'ai des produits à vous proposer. Évidemment, on me dit non, mais pas du tout, en fait, ça se passe pas comme ça et tout. Je dis oui, mais regarde, juste je vous montre, voilà, et je m'en vais, voilà, c'est ça. Et là, ils voient le visuel. À partir du moment où je sors le puzzle de mon sac, je vois le visage qui change. Et aujourd'hui, elle s'appelle Noémie et je l'adore, on travaille ensemble depuis 5 ans. Et je vois le visage qui change et il s'intéresse à moi. Et il me commande 2 puzzles de chaque. Tu vois, aujourd'hui, il me les commande par centaines. Et c'était à l'aube de... Il te file 300-400 balles, quoi. Oui, mais il te file, mais je m'en fous, moi, on me filait de la thune pour... tu vois, c'était fou pour moi. Et je sors et surtout, je savais que ça voulait dire qu'il y avait vraiment un potentiel. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, les boutiques, c'est compliqué. Ils sont très, très sollicités. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de choses. Tu vas avoir des refus, il faut s'accrocher.
la réalité, c'est que j'ai pas été confrontée à ça parce que j'ai un produit qui a catché direct, qui avait le bon pricing, la bonne DA. Donc je sors de cette boutique et je me souviens, ma cousine m'avait accompagnée, mais j'explose de joie. J'attends de passer la vitrine. Je fais, putain, incroyable. Alors que Ouais. ça ne marche absolument pas comme ça, t'arrives pas dans la boutique. Normalement, c'est assez compliqué. Et après, j'avais envoyé des mails, alors bien foutus, avec des blagues et tout. Mais j'ai eu, par exemple, Flux à Paris, qui sont sollicités. T'imagines même pas à quel point. Il y a des marques qui mettent des années à rentrer chez eux. Bah, nous, au bout d'un mois, on était chez eux. Bah, le premier Noël, on était chez eux. Ils débitent et surtout, ça te rend aussi bankable, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un taux de clientèle pendant la haute saison, les saisons des fêtes et tout, qui est juste dingue dans cette boutique. Ouais, non, ils font des chiffres assez fous. Alors aujourd'hui, c'est pas les plus gros avec qui on travaille, mais c'était une super porte d'entrée, quoi. C'était génial d'être chez eux. Donc, un puzzle te coûte 10 € à fabriquer. Un peu moins, puisqu'il y avait un peu de sous pour le site et tout ça. Mais environ, voilà. On va l'arrondir à 10 €, tu le vends 30. Ouais. Donc, ton coût de production et de coût production-fabrication est de 30%. Tu dois enlever la TVA. Donc, en soi, c'est 24 €. 24,16 €, oui. C'est ça. Et ton coût, il est à 9 €, donc c'est un peu moins de 30%. Là-dessus, une question que je me pose, c'est techniquement, il te reste 14 € par puzzle, donc c'est ta marge attention, brute. en B2C. Voilà, en B2C. Plusieurs questions. La logistique, comment tu faisais au début, combien ça te coûte? Et aujourd'hui, tu as tout un tas de charges fixes que tu n'avais peut-être pas avant. Ouais. Donc en fait, sur un puzzle que tu vas vendre, en restant en B2C pour l'instant, sur un puzzle qui se vend 30 €, toi, donc on enlève la TVA, ça fait 24. Peut-être que tes coûts de production, ils sont un peu moins. C'est quoi? C'est 7 € le puzzle maintenant, ton coût de Je production? suis entre 3,50 € et 5 € en fonction du modèle. Ok, donc il te reste 20 € une fois que le puzzle est fait. Donc c'est 20 € de marge brute. T'enlèves encore 10 € pour tes charges fixes pour arriver à ta marge nette. C'est-à-dire, sur un puzzle, on enlèverait peut-être encore la moitié. Moi, je connais mon taux de marge, qui est de 77%. J'ai un très très bon taux de marge. Ouais, t'enlèves un tiers du prix, donc en fait, t'enlèves 50% de 77. Donc peut-être que ta marge nette, elle doit être à 40% peut-être quand même, non? Moins que ça. 30%? Mais en gros, le puzzle, il est vendu 30 €, 24 en enlevant la TVA. Dans ta poche, derrière, il te reste 8 €, je dirais, pour un puzzle. C'est une spéculation, on va essayer de le calculer en B2C. En B2C. Un petit peu moins, je dirais, quand même. En B2B, comment ça marche? Les boutiques demandent à travailler un coef de 2,5. Donc, je leur vends un prix et eux, ils doivent faire x 2,5 pour le vendre en boutique et que ce soit viable. Et ils le vendent beaucoup plus cher que toi sur ton site? On vend le même prix. Ah oui, donc toi, tu marges 2,5 fois moins. Oui, exactement. Sauf que sur tout ce qui se vend sur le site, moi, maintenant, j'ai tous les frais d'acquisition, dates et tout. Au final, ça revient presque à la même chose pour moi de vendre en boutique que de vendre sur le site. Soit tu vends en B2C, donc tu gères ta logistique, tu gères tes coûts marketing, tu gères ton site, ton SAV, tout. Donc les employés qui vont avec, les équipes qui vont avec. Soit tu vends en B2B. Oui. Et là, il n'y a rien à gérer. Tu leur fournis du stock, ils te payent et après, c'est leur problème. Exactement. Alors, j'ai quand même mon responsable commercial qui est sur le sujet. Il y a quand même de la logistique, mais tu envoies beaucoup plus de puzzles en un. Les coûts d'envoi ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement, il n'y a pas de coût d'acquisition, il n'y a pas de... Donc, au final, mis bout à bout, depuis peu, les coûts sont quasiment les mêmes. Je gagne 1 € de plus, je crois, sur le B2C, même pas. Et c'est des volumes qui sont intéressants? Ça te génère beaucoup plus de business, mais on va y venir. Le panier moyen B2B n'est pas élevé. C'est des petites quantités, en fait. En fait, on travaille avec des plus grosses boutiques, mais on travaille aussi avec des petits concept stores indépendants un peu partout en France. Et c'est eux qui nous représentaient tout ça. Donc aujourd'hui, on a un panier moyen de 440 € en B2B. Ils me l'achètent 12,28 €. Ouais, donc c'est des commandes de moins de 40 puzzles. Le panier moyen, c'est ça. Ouais. Et après, tu peux avoir des commandes de 30 000, 40 000 € sur des grosses boutiques. En fait, toi, ton fonctionnement B2B, mais qui est totalement lié à ton business, c'est que tu travailles avec beaucoup de boutiques, des très grosses, des petites, mais tu es représenté dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Tu sais ou pas d'ailleurs dans combien? Ouais, aujourd'hui, on a à peu près 400 points de revente. Oh, c'est énorme. Ouais, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Hein. C'est fou. On pourrait monter à 800, 900 en France, parce qu'on fait attention aussi, on est revendu. C'est-à-dire que si on a une boutique qui nous représente dans une ville qui est assez petite, on va pas aller chez le voisin. Donc on sélectionne. À chaque fois qu'on prend un nouveau client, on fait attention à ça.
mais on a encore de la marge de manœuvre. Ouais. Ça veut dire que dans une ville, tu vas essayer d'aller dans une boutique, un revendeur, un concept store que tu kiffes, et t'essayes de pas lui mettre un espèce de poignard dans le dos. Exactement. Okay. Exactement. Ouais, on garde vraiment une bonne relation avec le B2B. C'est vraiment quelque chose qui porte, qui est important. C'est aussi là où les gens te voient. Nous, on le voit sur les salons. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui nous disent « Ah, mais je vous ai vu là, je vous ai vu là. » Alors, on va essayer de reprendre un peu ce calcul, notamment en termes de volume, pour que tout le monde puisse se projeter. Donc, j'ai les chiffres de Manon sous les yeux. Je le dis, voilà. Ton volume mensuel, qui est un volume mensuel moyen, et tu vas m'expliquer les histoires de saisonnalité, est d'à peu près 1500-1600 ventes par mois pour un panier moyen que tu m'as mis à 35 € à peu près. Là, je suis juste sur le e-commerce. Okay. Donc, le B2C, c'est les ventes sur ton site, très concrètement. Ça fait un total annuel de 670 000 €. Là-dessus, j'imagine qu'il y a des mois très, très up, genre Noël, et des mois très, très down. Tu peux m'en parler un peu ? Bah, sur ce chiffre de 670 000, on fait 45% du chiffre juste de mi-octobre à fin décembre. Donc presque 50% de notre chiffre est sur 2 mois et demi. Donc on a vraiment cette saisonnalité cadeau, hiver et tout ça. Et puis après, le reste, c'est intéressant de voir géographiquement comment on se positionne, parce que c'est vrai que l'été, dans les stations balnéaires et tout ça, on vend beaucoup plus. Et c'est là où c'est judicieux pour nous d'aller chercher des points de revente aussi qui vont nous faire vivre toute l'année, quoi. Et qui sont vraiment partout, quoi. Partout. Vous êtes qu'en France, on est d'accord ? Alors, on est en Europe maintenant, aussi un peu. Donc, tu vends 1500 puzzles en e-commerce. Et là-dessus, combien ? La logistique, à quel point c'est compliqué ? La logistique, déjà, c'est très, très cher. Tu m'achètes juste un puzzle sur le site, moi, ça me coûte environ 8 € d'envoi. Alors, j'en facture 4,50 € au client. Ah oui, t'en factures 4,50 €. Donc, toi, ça te coûte 4 €. 4 €, ouais. 4 €, mais c'est une... Entre l'envoi, la manute, tu vois, le fait de mettre, voilà, de tout, ça me coûte 8 €. Et alors, quand les gens vont pas chercher leur colis, qui disent « Ah, je voudrais te rembourser », tu te dis « Putain. » L'enfer. Ils se rendent pas compte, on n'est pas, tu vois, ils ont tellement pris l'habitude d'avoir des produits. Donc attends, c'est 8 €, mais en comptant la manute, le client en paye la moitié. Donc lui, en fait, il achète un puzzle, son panier, il est à 35 €, donc 30 € le prix du puzzle plus exactement. 4,50 €. T'as un entrepôt ? Comment ça marche ? Ouais, on bosse avec un logisticien. Okay. Donc au tout début de l'aventure, j'envoyais toute seule les colis. Donc là, ça avait été un délire parce qu'on s'était fait allumer. Et dis-toi que j'avais une camionnette. Il m'avait donné des clés de la poste pour aller mettre moi-même mes trucs et tout. Donc pendant 4 mois, on fait notre aventure à faire la logistique tout seul. Mais c'est ingérable. C'est ingérable. Tu vois Manon en furie au volant d'une camionnette de la poste. Genre, je vous jure que je ne l'ai pas volée. Non, mais je connaissais tout le monde à la poste et tout. Je ne pouvais plus aller dans les bureaux de poste. C'était trop. Donc ça, on a fait la logistique pendant 4 mois. 4 mois qui ont été d'une intensité, la fatigue physique, psychologique, parce qu'en fait, tu mets toute ton énergie physique, mais derrière, tu dois gérer une boîte, tu dois faire en sorte que ça tourne, tu dois faire tout le reste, t'es solo. Le soir, je rentrais, ma mère, elle avait préparé des étiquettes, j'ai une pote aussi qui m'aidait et tout, on imprimait tout. Pareil, en fait, tout ça, on n'y pense pas, mais quand t'as des centaines par jour d'étiquettes, parce que c'était des 200-300 commandes par jour que j'avais à ce moment-là, c'est des prix énormes, juste de coûts d'étiquettes, mais c'est ça, et même faut pouvoir le faire, c'est-à-dire que j'ai bousillé la première imprimante de mon père, c'était pas, tu vois, ça marchait pas, quoi. Donc on a fini par trouver nos tips, aller chercher les trucs déjà autocollants, les cartons, j'ai réussi à aller chercher des cartons qu'on sourçait parce qu'en fait il y avait plus de cartons, enfin, j'ai aucune idée, je peux pas te dire combien ça m'a coûté. J'avais tellement la tête dans le guidon. Tu préfères ne pas être rentable que de ne pas livrer ton puzzle. Exactement. Donc, coûte que coûte, ces puzzles, ils allaient partir, ils allaient être envoyés et tout, tu vois. Et après, on a commencé à travailler avec un logisticien. Ah oui, donc là, les puzzles fabriqués sont envoyés directement chez eux. Oui, tout à fait. Ouais. C'est eux qui gèrent les envois. Et c'est eux qui gèrent les envois. Et ils se démerdent. B2B, B2C, ils gèrent tout. Nous, on est là, on communique quasiment quotidiennement avec eux, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours des choses à gérer et tout ça. On paye le coût d'envoi, on paye le carton, on paye le stockage. Et ça, combien ça te coûte oui, ça, 8 € encore aujourd'hui. Ça, c'est juste pour l'envoi, mais à l'année, un logisticien... on peut le citer, ton logisticien ? Oui, là, c'est Burla à Rodez. Et à l'année, il me coûte plus de 200 000 €. Parce que c'est à l'envoi, enfin, c'est au prorata de exactement. charge. On va reprendre sur le chiffre d'affaires. Donc, je rappelle qu'on est à 670 000 € de chiffre d'affaires en B2C seulement, donc juste les ventes e-commerce. On expliquera après comment on arrive à aller à ce chiffre, comment on drive des ventes comme ça. Le B2B, donc c'est ce qu'on appelle du wholesale, c'est-à-dire que les marques te commandent des puzzles à des prix professionnels, donc beaucoup moins chers. Donc, tu m'as dit 12,28 €, voilà, 28, merci. Et ensuite, c'est elles qui gèrent le stock, c'est-à-dire que si elles t'achètent 200 puzzles, qu'elles n'en vendent pas 200, c'est leur problème, de toute façon, elles t'ont payé.
Ouais, c'est ça. Normalement, ils m'ont payé. Normalement, elles t'ont payé, mais évidemment, j'imagine qu'il y en a qui payent à 3 mois ou des trucs comme ça. Normalement, ils ont 30 jours. Mais oui, c'est ça, en fait. On fait pas on appelle du dépôt-vente. Et ça, on est d'accord que la market practice, je veux dire la norme dans des produits comme le tien, c'est plutôt de faire du wholesale, ou pas vraiment? C'est l'idéal. Je vais te dire, peut-être que si j'avais vraiment galéré à vendre mon produit, j'aurais accepté de faire du dépôt-vente. Donc je pense qu'il y a plein de jeunes marques qui n'ont pas le choix que de commencer par le dépôt-vente pour que la marque fasse sa preuve, les preuves, pour que... Ouais, donc ça se fait encore, quoi, quand même. C'est pas vraiment viable sur du long terme, tu vois. C'est vraiment quelque chose du début. Les grosses marques, personne ne fait ça. Oui, dans toutes les grosses marques, ça n'existe plus. Non. Et donc, oui, donc ils m'achètent et puis après, ils revendent le stock. Alors, on a eu quelques fois des exceptions. On essaye de pas être bête et de s'adapter, où on a dû reprendre un peu de stock parce qu'en fait, il y a un modèle qui bloquait complètement, qu'ils n'avaient pas vendu, qui bloquait complètement ou leur espace ou leur trésorerie. Et dans ce cas-là, on préfère faire un échange pour redynamiser et pas perdre la crédibilité de la marque à leurs yeux et tout ça. Mais c'est vraiment du cas par cas, quoi. Là-dessus, tu disais que ton panier moyen il était de 450 € à peu près. Ça fait des commandes moyennes de moins de 40 puzzles. Mais en réalité, on est plutôt dans un truc où parfois, tu as des marques qui vont t'en commander 10 parce que c'est des boutiques, parce que c'est des toutes petites boutiques, et d'autres qui vont t'en commander des milliers. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un énorme écart entre les boutiques avec lesquelles on travaille. Nous, on a vraiment pris ce parti de travailler avec des concept stores, d'être bien représentés un peu partout en France. Et d'accepter un peu la complexité de devoir gérer plein d'acteurs. Mais en fait, au moins, c'est très tentaculaire, quoi. Exactement. Et c'est aussi ce qui fait notre richesse. C'est-à-dire que déjà, ces gens, on les rencontre sur les salons. On a des retours, on sait ce qu'ils aiment. C'est hyper humain, l'échange. Donc, pour moi, ça fait partie de l'ADN de la marque. Je me verrais pas bosser qu'avec des grands groupes. Si on fait une moyenne, donc le panier moyen de 450 €, c'est pour un volume mensuel quand même de 100 paniers. Au mois, tu fais 45 000 € en B2B, et donc à l'année, ça te fait quand même 500 000 €. C'est énorme. C'est quasiment 50% de ton... non, mais la partie B2B, elle est vraiment non négligeable chez nous. Et on met vraiment l'énergie et la stratégie pour qu'elle soit en croissance. Je pense que c'est important, surtout que moi, j'ai recruté un responsable commercial. J'ai été un peu toute seule aussi pendant un moment sur le sujet. Donc, en fait, j'avais plein de choses à mettre en place, mais j'avais juste pas le temps. Donc, on en a encore beaucoup sous le pied. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mises en place. On est encore tout petit dans notre structure là-dessus. On continue d'être en croissance, mais justement parce qu'il y a cette énergie qui est mise, parce que si j'étais restée telle quelle, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué et que j'aurais ressenti aussi cette dynamique un peu globale. Donc là, ça te fait un chiffre d'affaires de 1 100 000 € à peu près, entre 1 100 000 et 1 200 000. Sur 2024, c'est sur ça. 2024. Juste pour comprendre la croissance, l'année d'avant, t'as ton chiffre sur l'année d'avant? On a fait 17% de croissance. Vous avez dépassé le million l'année dernière. Oui. Et en 2025, vous êtes encore en croissance pour l'instant, so far so good. Ouais. Trop bien. Tout se passe bien. Alors, combien ça nous coûte de faire donc 1 150 000 €, on va l'arrondir comme ça. On a dit que sur la fabrication, au total, c'est près de 450 000 €. Fabrication et logistique, les coûts de production fabrication, c'est 200 000 €. Donc tu disais entre 3 et 5 € par puzzle, c'est ça? Ouais, en fonction des modèles. Et logistique et expédition, en effet, c'est 200 000 €. Donc c'est à peu près le même prix par puzzle, en fait. C'est assez dingue. En effet, ça fait une marge brute de 750 000 €. C'est exceptionnel comme marge brute. Moi, je suis quand même vraiment en train de me rendre compte que c'est un super produit, quoi. C'est un super business. C'est un bon produit, ouais. Parce que tu as de la marge de manœuvre pour ensuite te développer, décider comment tu structures ta boîte. C'est-à-dire que à partir de là, il y a énormément de charges qu'on va ajouter juste après. Mais quelque part, c'est à toi d'en décider. Si tu veux travailler jour et nuit pour beaucoup plus marger, tu peux. Exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment la base que je pourrais jamais changer, qui existe et qui voilà. Et c'est vrai que tout le reste autour de combien on est dans l'équipe, ce qu'on fait, est-ce qu'on prend des bureaux, où est-ce qu'on met l'énergie et tout ça. C'est des décisions, c'est les jugements, quoi. Ouais, exactement. Le total de ces charges qu'on appelle fixes, c'est quand même 560 000 €. C'est beaucoup. On voit un résultat net de à peu près 15%. C'est entre 100 et 150 000 €. Ouais, c'est ça. Sur un chiffre d'affaires de 1,1 million, 1,2 million. Et là-dessus, tu t'es déjà payé. C'est-à-dire que c'est entre 100 et 150 000 € une fois que tu as payé ton salaire. Je vais détailler un tout petit peu ces charges fixes. Donc, on a dit 550 000 €. Il y a combien de personnes dans la boîte? Toi, plus 2 personnes, c'est ça? En 2024, on n'était que 2 salaires. Donc, quelqu'un à plein temps, CDI, qui est responsable commercial. Et ton salaire à toi? Ouais, et après, j'avais 2 alternants. Et 2 alternants. Et ça, tu m'as dit que c'était 120 000 € pour 2 salaires plein temps plus 2 alternants. Un alternant, ça coûte entre 15 et 20 000 € par an. Ouais, parce ça dépend du niveau et tout, de l'âge. T'as plein d'aides. Mais c'est à peu près ça, ouais. Ensuite, tout ce qui est site, abonnement, etc. Là, on est à plus de 1 000 € par mois, j'imagine, tous ces trucs-là. Ouais, parce qu'en fait, il y a une accumulation de choses dont on a besoin, que ce soit en B2B pour de l'analyse. Et c'est hyper important pour pouvoir construire l'équipe et bien bosser. Tous nos hébergeurs, plateformes et tout ça, ouais. Les
les logiciels et tout, ouais. Ouais. Donc entre 18 et 20 000 euros par an. Le marketing. Donc le marketing, la communication, ça c'est tout autant de la DA, j'imagine, de ce que tu vas dépenser pour faire des belles créas sur Instagram et de l'acquisition, de la pub. Ça, tu t'en fais beaucoup. Ouais, on fait beaucoup d'acquisitions quand même. Et d'ailleurs, principalement, les dépenses de ce pôle-là, c'est l'acquisition. Au moment de Noël, fin d'année et tout ça, je crois qu'on met entre 12 et 16 000 euros juste d'ads sur Insta, Facebook et Google. Et ça, c'est toi qui gères ça ? Non, j'ai une agence avec qui je bosse depuis quasiment le début qui est vraiment top là-dessus, avec qui on a des retours hyper fréquents, quasiment toutes les semaines à cette période. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et chaque semaine peut te rapporter beaucoup. Bah, c'est ça. Peut te faire perdre beaucoup. Et donc, je leur fais totalement confiance sur le budget et quand ils me disent OK, là, on peut augmenter, on y va, quoi. Donc, on est monté, je pense, jusqu'à 16-17 000 euros. Ok, mais parce que tu sais que c'est des périodes qui sont vraiment money time pour vous. Tu sais et exactement les ce que périodes ça les plus te chaudes de rapporte l'année. aussi, ouais. Oui, c'est Après, ça. par rapport à quand on a commencé les ads, donc il y a 4 ans et demi, et maintenant, les coûts d'acquisition sont plus du tout les mêmes. Là, tu me disais que c'était à peu près, tu dépenses à peu près 200 000 euros par an sur tes ads. Bon, le coût d'acquisition doit être super variable, mais j'imagine que tu dois arriver sur des coûts d'acquisition qui sont assez bas parfois, non ? Quand tu dois arriver à des bons chiffres. En novembre-décembre. Mais sinon, les coûts d'acquisition, ils sont... Moi, j'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps. Il y a des coûts d'acquisition qui sont genre hyper quoi élevés dans les mois. Je veux pas dire de conneries parce que je mélange tous les coûts, les trucs et tout, mais je sais qu'à un moment que quelqu'un m'achète un puzzle, ça me coûtait, sur le site, ça me coûtait 10 euros. Non, vraiment ? Sur des périodes hyper creuses, ouais. En marge, il te reste quasiment rien. C'est pour ça que je te dis qu'on Là, tu marges plus, quoi. En fait. Non. Et dans les bonnes périodes, ça descend le plus bas, tu l'as ou pas ? Est-ce que tu as fait des trucs à moins d'1 euro le coût d'acquisition ? Non, jamais. Ouais, jamais. D'accord. Non, on descendait, je crois qu'on est descendu à 3,5 peut-être, mais c'était il y a 4 ans maintenant, c'est plus ça. Ouais, ça a tout hyper augmenté dans le coût d'acquisition. Ouais. Et c'est fou, donc en fait, on croit que vendre en e-commerce, donc le chiffre e-commerce qu'on annonce, qui est donc 670 000 euros, il y a quand même là-dedans 200 000 euros de coût d'acquisition qui part à enlever. C'est vraiment énorme comme charge, quoi. C'est dingue. Ouais. Non, mais c'est super intéressant de comprendre quand même l'ampleur de ce coût-là. Les freelances, les prestats, les agences et tout. Juste pour revenir sur le coût humain, entre guillemets, tu m'as dit que c'était 60 000 euros par an. Ça, il y a quoi dedans, juste pour comprendre ? Des graphistes avec qui je bosse. Ça peut être pour du maintien de site, Shopify. Je bosse avec des free. RP, on n'en fait plus. On en a fait un peu, mais plus maintenant. Donc, c'est principalement ça. Design, graphisme, site. Et l'agence référencement acquisition. Naturel, agence acquisition. Voilà. Ok. Et puis ensuite, on a différentes choses que tu m'as listées qui sont le développement des nouveaux modèles R&D, des bureaux, des transports, tu vois, pour aller, j'imagine, voir les boutiques, les revendeurs et tout, et les salons. Tout ça, mis ensemble, je le mets dans un seul truc, ça fait un peu moins de 250 000 euros. Donc c'est énorme. Alors déjà, le développement, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui est utile, pas utile ? Qu'est-ce qui est important ? Par exemple, les salons, si tu peux m'en parler un peu. Ouais, les salons, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher, mais ce qui est indispensable. Et moi, j'ai commencé les salons au bout de 6 mois de la marque parce que c'est là où t'es crédible, c'est là où les boutiques te voient, les grosses boutiques pour le coup, quand tu veux travailler avec des Galeries Lafayette, des Nature et Découvertes, des choses comme ça, il faut être sur les salons. Mais c'est vrai que c'est un peu vertigineux, les coûts de salon. Ouais. Donc on en fait en France, mais on en fait aussi à l'étranger. Là, on en a fait à New York en 2024. Mais du coup, t'as, en plus du prix du salon, t'as l'hôtel, l'avion, les repas, et en fait, ça gonfle très vite, quoi. Et puis après, y a tout ce qui est aussi fourniture de matériel pour quand l'équipe s'agrandit. Tout ce qui fait partie des frais de fonctionnement, des bureaux. Vous avez des bureaux ? J'imagine que oui. On a un siège, mais on est assez nomades tous, en fait. C'est plus un cowork ou un truc. C'est ça. Donc, toutes ces charges fixes qui nous font 550 000 euros, 560 000 euros, on arrive à un total de entre 100 et 150 000 euros. Résultat net avant impôt, on va enlever à ça 30% d'impôt, ça fait un peu moins de... Si je mets une moyenne à 130 000 euros de résultat net, le bénéfice après impôt est de 90 000 euros. Ouais, c'est ça. Exceptionnel. En 2024, on était à 85 000. Ok, donc on est tombé à peu près juste. Ouais. Yes. Super. Qu'est-ce que tu fais de cet argent ? C'est des dividendes que tu te verses ou tu le laisses pour développer ? Ouais, je le laisse pour développer. J'ai encore jamais sorti de dividendes de la société. Tout ce qui te fait vivre, c'est ton salaire. Oui, et puis il faut de la trésorerie de toute façon. Il faut de la trésorerie. J'ai eu un souci de trésorerie il y a 3 ans. Qui t'a fait très peur ? Qui m'a fait très peur. Mais c'est ça aussi, c'est que quand t'as un problème de trésorerie, j'ai l'impression que c'est toujours une histoire où en fait on vient de se réveiller et on n'a que 6 mois de trésor et après on est foutu.
Ah ouais, j'avais même pas 6 mois, mais c'était ou que 3 mois, enfin je veux dire, où ouais. en fait c'est pas progressif trop, en fait le temps que tu mets à t'en rendre compte c'est ça. que t'as un sujet de trésorerie, t'es déjà t'as mal, l'impression que t'es all-in, tout va bien, t'es le roi du monde, en fait tu te dis ça. attends, non, parce qu'en fait là il y avait un creux et puis j'ai commandé avant et puis machin, donc en fait je me retrouve là pendant 2 mois à pas pouvoir payer mes factures. Tu peux tout envoyer valser comme ça, quoi. Une question que je me pose, Amazon, quid? Tu vends sur Amazon? Non, en fait c'est tentant, parce que combien de fois on va me dire Amazon, les chiffres que tu fais et tout, mais en fait, j'ai d'autres choses à mettre en place avant et j'ai envie de, quand je te disais tout à l'heure, on en a encore sous le pied et tout ça, et j'ai envie de mettre l'énergie, parce qu'on ne pourra pas mettre l'énergie partout, on est encore une petite équipe. Amazon, ça prend un temps incroyable aussi. Ah bon? Ouais, ça prend beaucoup de temps de référencement, de bien faire tes produits, de pas te faire bouffer par tes revendeurs sur Amazon et tout ça. C'est vraiment un monde à part, un business à part. Il faudrait quelqu'un full-time dessus. C'est ce que j'allais dire, il faut un responsable Amazon. Pour bien le gérer. Okay. Donc en plus de pas être très aligné avec cette plateforme, je suis pas du tout irréprochable, je peux commander sur Amazon et tout ça, mais voilà. Et d'avoir envie d'amener le puzzle ailleurs, donc de pas non plus qui se noie au milieu d'autres produits qui nous ressemblent pas du tout. En plus de tout ça, il y a vraiment la gestion de temps et de. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera pas un. C'est marrant, on est venu m'en parler sur le salon en disant mais t'imagines même pas comme tu pourrais cartonner et tout, mais je crois que j'ai envie de me mettre le challenge de passer par d'autres biais pour faire une croissance. J'ai envie de te parler de 2 trucs encore. La première, revenons sur le B2C. Qu'est-ce qui marche? Et je sais de loin, parce que c'est pas du tout mon univers évidemment, mais je sais que le e-commerce c'est pas si simple. Je sais que la pub en ligne ça coûte cher, que les coûts d'acquisition sont élevés. Comment on fait pour vendre, rester rentable, réussir sur Instagram? Est-ce que tu as des tips de communication et surtout de rester en fait ce qu'on appelle le top of mind chez tes clients, tu vois, de garder peut-être la durée de vie de tes clients longtemps. Moi, c'est vraiment un sujet. L'acquisition est important pour ça parce qu'il te permet aussi d'être vraiment présent sur les réseaux avec cette visibilité qui est hyper importante. Moi, ça, je dis déléguer tout de suite. Si vous n'êtes pas professionnel là-dedans, vraiment faire confiance à une agence. Vous pouvez commencer avec des petits budgets. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer dans ton budget global assez rapidement. Et pas essayer de bidouiller soi-même, ça sert à rien. En fait, les gens ont envie d'appartenir à la marque, en tout cas pour des marques comme la nôtre, qu'on appelle un peu une love brand, tu vois. C'est quand même une marque qui a une forme d'émotionnel derrière, une histoire et tout ça, et c'est ce qu'on vend. Parce que c'est comme ça que je l'anime et c'est comme ça que je l'ai construit. Et ça a besoin de transparaître sur les réseaux. Et après, de mettre un peu de légèreté, de faire marrer les gens. Nous, à un moment, ça marche bien. Ça marche super bien. Et nous, on le fait moins aujourd'hui, mais on va s'y remettre. On réagissait vachement sur l'actualité. Sans aucune prise de position, juste on faisait des blagues, tu vois. Il y avait un moment, je sais plus quelle finale c'était, où Benzema il a marqué 3 ou 4 buts. On avait fait un post, si ça rentre pas, faut demander à Benzema, tu vois, des choses comme ça. Et ça, évidemment, ça marque, où on disait quel est le point commun entre ton ex et un puzzle, ils sont tous les deux en carton, tu vois. Genre. Et ça faisait marrer les gens parce que ça parle à tout le monde et tout. C'est toujours drôle. Et après, on l'a beaucoup fait sur l'actualité, en reprenant des mèmes, des trucs comme ça. Je me dis un truc, le puzzle, ça peut être une parade. Donc il y a plein de gens qui vont dire, ok, c'est un peu déprimant parce que d'où on est adulte, on a besoin d'une parade quand on regarde la télé, mais le puzzle peut être une bonne parade à ne pas utiliser son téléphone quand t'es en train de regarder un film. C'est une des seules activités, je vais te dire, en fait, quand tu fais un puzzle, ça te fait fonctionner 8 zones du cerveau en même temps. La concentration, l'observation, il y a plein de choses qui fonctionnent. Et c'est une des seules activités où je te jure que j'ai pas envie de prendre mon téléphone et scroller. Et ça peut durer des heures comme ça. Tu te dis une dernière pièce, je vais me coucher. Et en fait, t'en fais une. Et je trouve ça... Et c'est pas triste, c'est comme méditer, en fait, tu vois. C'est dur de se poser, de méditer. Et c'est pas c'est ça. accessible. C'est-à-dire qu'il faut assumer que c'est pas si simple, en fait, de faire ça. Et le puzzle, je trouve que ça t'amène un ancrage plus facile pour les gens qui auraient du mal à se dire, bon, là, je vais méditer, je vais m'asseoir, je vais respirer, je comprends. Mais là, tu commences sur un puzzle et en fait, ça t'emmène tout seul. C'est le dernier sujet et après, on va arrêter parce qu'en fait, on dépasse le temps. Les collabs. On est d'accord que t'as un peu un monde devant toi de collaboration, de trucs et rigolos et beaux et peu importe que tu peux faire. Ouais, on a plein de monde qui s'ouvre à nous et c'est ce que j'adore. C'est qu'avec les collabs, en plus, je peux rentrer dans des univers, je peux aller comprendre des mécanismes et tout ça. C'est un truc qui avait été un peu mis de côté. Enfin, on en a toujours fait, mais j'avais pas mis l'énergie, encore une fois, d'aller chercher ma dream collab. C'est quoi ta dream collab ? Je crois que ce serait une collab avec la NASA. Oh, ce serait énorme, c'est hyper niche ce que tu me dis là. Ouais, je sais pas, j'adore leur DA, j'adore leurs couleurs, j'adore leur... Je sais pas, un puzzle évidemment, mais après tout autour créer un concept, un truc, tu vois. Ouais, ça me fait, je sais pas pourquoi la DA de la NASA me fait rêver, quoi. Et de toucher à ça, et c'est tellement quelque chose qui m'impressionne, qui est loin, très loin, c'est marrant.
que ça me... Ouais. Très créatif comme idée. Et puis je pense qu'il y aurait plein de vannes et de jeux de mots. Toi qui es très dans la vanne et dans le jeu de mots. Ouais. En effet, là où il y a un monde, c'est que comme un puzzle, c'est pas un gadget. Ça, et puis c'est fait en carton. Alors en termes d'empreinte carbone et tout, j'y connais rien, je sais pas. Mais bon, c'est fait en carton. En carton, sans plastique. Carton recyclé en plus. Carton recyclé, pas de plastique. Donc c'est pas si pire, on va dire. Il y a plein de marques, quand elles ont besoin de faire des cadeaux, pour un lancement, d'aller faire des goodies et tout, qui pourraient... je sais pas si ça se fait déjà peut-être, mais il y a plein de grosses marques, même de marques de luxe et tout. Ouais. C'est sympa à offrir un puzzle en plus ou à présenter dans le cadre d'un gros lancement produit ou un truc. Bah ouais, carrément. On a un peu de demande là-dessus. Et c'est pareil, on sait qu'il y a tout un monde qui s'ouvre et qui est possible dans lequel il est possible de faire beaucoup de chiffres. Ah ouais, pour moi, c'est plus de la visibilité, ça. Non. Bah alors, je sais pas si on parle de la même chose, mais par exemple, à un moment, le Tour de France m'a contacté pour faire 50 000 produits de goodies. Incroyable. Juste, ça rentrait pas c'était pas possible sur les prix en Made in France, carton recyclé et tout ça, j'arrivais pas à rentrer dans les clous. Mais en tout cas, ça, c'est des choses où tu arrives avec des gros contrats, des gros chiffres. Ouais, j'ai été contactée par la SNCF. Au tout début, à l'époque, par Balenciaga. Moins d'exemplaires, mais si, il y a un gros business à prendre sur la personnalisation entreprise et tout ça. Ouais. Et c'est là-dessus que je te dis qu'on est encore sous le pied, parce que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment explorées. Il y a pas d'offre. Aujourd'hui, c'est du cas par cas quand on vient nous chercher, tu vois. Mais c'est ça que j'aime bien si on fait un peu le bilan, c'est que vous faites un beau chiffre d'affaires, vous arrivez à faire un beau résultat. Tout ça avec une croissance stable et raisonnée en 5 ans. Tout ça en étant autofinancé à 100%. J'espère que tu as remboursé tes frères. Donc autofinancé à 100%. Et à la fois, on se rend compte un peu en discutant l'univers des possibles que tu as en face de toi. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial et c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas avec la marque. Alors moi, j'ai eu des moments où j'avais moins envie, où j'étais sur d'autres choses et tout ça. Mais en fait, je réalise à quel point tout ce que j'aime, moi, dans la vie, je peux le transposer et le faire vivre à ma marque. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette flexibilité, c'est ce qui fait qu'il y a cette liberté qui moi, m'anime et qui fait que je peux continuer, quoi. Ouais, c'est génial. Donc, les marques de e-commerce ne sont pas mortes, les jeux de société ne sont pas morts, il y a des trucs à faire, allez-y, c'est le message du jour. Je te pose 2-3 mini-questions que je pose à la fin. Est-ce que tu as eu une grosse galère au début ou ta pire galère, est-ce que tu l'as ? Peut-être la chose la plus compliquée, c'est ce que je vis en ce moment. Je me sépare j'avais un associé qui avait 20% de la boîte, c'est cette séparation et ce rachat et tout ça qui peut être un peu compliqué. Parce que sans pacte et donc c'est des négociations. Ouais, ça a été fait au début à l'arrache sur un coin de table, n'importe comment et quand tout va bien, c'est cool. Parce qu'on était un couple, en fait. Et quand le couple se sépare, faut gérer ça. Donc, c'est peut-être le côté un peu moins fun de l'aventure. Alors, mais il y a un message important qui est tu t'associes, tu fais un pacte. Toujours. Ouais. Je ne ferai plus du tout les choses de la même manière aujourd'hui. Et en même temps, je ne changerai rien de ce qui s'est passé. Bien sûr, parce que c'est un vrai apprentissage que tu as, j'imagine. Oui, et puis la dynamique qu'on avait au début et cette simplicité qu'on avait, elle a permis aussi à la marque d'exister comme ça, quoi. Non, mais bien sûr. Ouais, mais en tout cas, bon message d'alerte. Est-ce que tu as ton plus gros coup d'argent ? J'espère qu'il est à venir déjà, celui-là. Oui, mais jusqu'à présent. Un moment où vous avez fait un énorme coup, soit une énorme commande en ligne. En fait, c'est difficile de dire parce que c'est des choses qui se sont construites, tu vois. Mais le jour où on a signé une commande avec, je sais pas, je te dis Nature et Découverte, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Les Galeries Lafayette, les premières fois qu'on a travaillé avec les Galeries Lafayette au bout de 6 mois, mais t'es là, comme tu un cries dingue. victoire, là. Ouais, non, mais là, tu rentres dans une autre, tu vois, t'es comme un dingue. Je te pose ma avant-dernière question. Évidemment, j'ai la réponse comme toujours. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Évidemment. Donc, je n'ai jamais eu non à cette question depuis le début de Combien ça gagne. Faudrait être fou pour vouloir changer son histoire déjà. J'oserais jamais rien toucher. Alors, j'ai peut-être une personne qui m'a dit c'est quand même vraiment dur. Je sais pas si je me serais lancée, c'était aussi dur, mais la plupart des gens souvent te disent c'est dur, mais je le referai à 100%. Merci beaucoup de m'avoir partagé tous tes chiffres de ta boîte avec transparence et raconté toute l'histoire. C'était génial, passionnant et perso, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi qui écoutez. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne ? Une question que je me suis toujours posée depuis petite, peut-être que tu as déjà fait, je sais pas. On m'a toujours dit qu'un éboueur, ça gagnait super bien sa vie. C'est pas vrai ? Ouais. Ouais, mais alors les éboueurs, ils sont salariés ? Non, mais il faut quand même qu'on trouve la réponse. Et il y a un autre truc, donc on l'a mentionné à un moment tout à l'heure, je crois. Manon, tu as fait Koh-Lanta il y a 10 ans. Exactement. Donc ça, c'est vraiment hilarant. Allez voir des images d'archives, je vous laisse vous débrouiller. Combien ça gagne
quelqu'un qui a fait Koh-Lanta, je te demande pas de me répondre maintenant parce qu'on va créer un peu de suspense. Et puis de toute façon, c'est la prod qui te paye X et puis merci, au revoir. Donc je veux dire, l'épisode, il dure 3 minutes. Mais ce que tu me disais, c'est que t'as quand même, une fois que tu fais Koh-Lanta, tu crées un peu une communauté. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir combien ça peut te rapporter en indirect après. Quel business ça peut te générer, quoi, en gros. Bah ouais, c'est ça. En fonction des gens qui ont fait Koh-Lanta, tu sors pas du tout avec la même possibilité. T'en as qui sortent avec peu d'abonnés, mais qui transforment derrière en quelque chose d'incroyable parce qu'ils ont cet esprit entrepreneur qui peuvent les emmener loin. Et puis t'as ceux qui, à l'inverse, ont des followers et qui savent pas quoi en faire et qui s'en foutent. Ok. Tu vas m'en trouver un, mais le premier cas de figure que tu viens de dire. Je vais t'en trouver un. T'as des potes de Koh-Lanta, je suis sûre que oui. Ouais, j'en ai. Est-ce qu'on fait du name dropping pour l'obliger à venir ? On peut, on sait pas si on le gardera, mais on peut. Je pense qu'il faut faire venir Alban, qui lui... Alban, c'est quoi son nom de famille ? Alban Pellegrin. Alban Pellegrin. Qui est en train de courir 72 marathons en 72 jours, le fou. Mais en fait, lui, il a fait Koh-Lanta à l'époque où Instagram marchait pas énormément. Donc, il avait pas énormément de followers. C'est à longtemps. Et là, il est en train de construire quelque chose autour de tout ça qui est assez fort. Et donc, je pense que d'un point de vue business, économie, ça peut être assez intéressant. Genre, il transforme sa communauté, il essaie de créer c'est ça. Et il a quitté son job et tout maintenant pour vivre que de ça. Donc, hyper intéressant. Ok, Alban, si tu nous écoutes, on ne sait pas. Viens sur Combien ça gagne, c'est un ordre. Ok, on va faire ça très bien. Alors, j'ai 2 super idées. Merci beaucoup, Manon. Merci, et à la prochaine. Et si vous êtes nouveau sur Combien ça gagne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles parce que c'est génial. Plein d'épisodes sortent toutes les semaines, tous les mercredis. Bisous, salut.